j'ai perdu 800 000 € sur ce bien. Si vous perdez autant d'argent, c'est que vous avez fait des conneries. Le capital que vous remboursez, les intérêts que vous payez et l'assurance emprunteur, les intérêts d'emprunt, l'assurance emprunteur, les frais de notaire, les frais de garantie, privilèges de prêteurs de deniers comme le crédit logement, la SACEF, plus les frais de dossier, l'assurance habitation, la taxe foncière, l'eau, l'électricité. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec l'investissement immobilier, mais vous pouvez aussi en perdre beaucoup. Je vais vous raconter pourquoi j'ai perdu 800 000 € sur ce bien immobilier. Il faut faire attention, l'investissement immobilier, c'est bien, nous pouvons devenir libres grâce à l'investissement immobilier, mais on peut aussi perdre beaucoup d'argent. Si vous perdez autant d'argent, c'est que vous avez fait des conneries. Je vais vous partager dans cette nouvelle vidéo les erreurs que j'ai commises sur ce bien immobilier et je vais vous expliquer pourquoi j'ai perdu autant d'argent. Tout simplement parce que sur un bien à 800 000 €, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce n'est que des chiffres. L'investissement immobilier, ce n'est que des mathématiques. Vous devez poser les chiffres et comprendre ce qu'il se passe. Donc, quand vous posez les chiffres, c'est quoi les chiffres d'un investissement immobilier? C'est comprendre combien vous coûte le bien. Donc là, je ne vais pas parler de capital que vous remboursez à la banque. Sachez qu'une mensualité de crédit que vous payez tous les mois, si vous payez 1 000 €, vous avez peut-être 600 € de capital que vous remboursez qui vient diminuer le montant que vous avez emprunté. Vous avez peut-être 300 € d'intérêts qui sont liés au taux d'intérêt que vous payez. En ce moment, au moment où je vous parle, on est à 3,50 sur 20 ans. Donc vous voyez que ce coût, ça a un coût sur la mensualité que vous payez et peut-être 50 € d'assurance emprunteur ou 100 € d'assurance emprunteur. Donc vous voyez, votre mensualité de crédit, ce que vous payez tous les mois à la banque, se décompose de 3 façons: le capital que vous remboursez, les intérêts que vous payez et l'assurance emprunteur qui vous couvre. Voilà ce que vous payez. Donc, que vous coûte un bien immobilier? Un bien immobilier, ça vous coûte les intérêts d'emprunt, ça vous coûte l'assurance emprunteur, parce que c'est de l'argent que vous ne reverrez pas. Ça vous coûte quoi d'autre? Ça vous coûte les frais de notaire, donc les frais de notaire qui sont de 7,8%, les frais de garantie, donc qui se portent garant pour vous, que vous allez rembourser votre crédit. Donc ça peut être une garantie réelle type hypothèque, privilège de prêteur de deniers ou bien un organisme de cautionnement comme le crédit logement, la SACEF. On va être aux alentours de 1% du prix d'acquisition, plus les frais de dossier. Tout ça, ce sont des frais que vous ne reverrez pas, sauf pour les organismes de cautionnement qui, pour certains, vous remboursent une partie à la fin de votre crédit, une fois que vous avez tout remboursé ou une fois que vous avez soldé votre crédit parce que vous avez vendu par anticipation. Mais sinon, quand vous posez une garantie réelle chez le notaire, hypothèque ou privilège de prêteur de deniers, sachez que vous aurez même à repayer pour la lever à la fin de votre crédit. Donc, quand votre crédit arrivera à échéance, vous devrez lever cette garantie, vous devrez repasser chez le notaire et ça vous coûtera de nouveau des sous. Donc tout ça, c'est le chiffre global de votre projet. Donc en plus de ça, il faut rajouter quoi? L'assurance habitation, donc ce que vous allez payer pour couvrir le logement, la taxe foncière, tout ça, ce sont des charges que vous allez payer, ce sont des montants que vous n'allez pas revoir. Donc quand vous investissez dans l'immobilier, il faut savoir ce que va vous coûter votre bien. Il faut mettre tous les chiffres, poser tous les chiffres. Vous allez consommer de l'eau, de l'électricité, tout ça, ça va avoir un coût, ça va être le coût réel que va vous coûter le bien que vous achetez. Et c'est important quand vous faites une acquisition, pour être sûr de ne pas vous tromper, de prendre le temps de faire ce calcul-là et de voir que vous êtes en mesure de rembourser le crédit tous les mois. Ce que vous pouvez faire, c'est coupler votre résidence principale avec du locatif si vous voulez que ces frais soient gommés. Donc, vous avez la possibilité de louer 120 jours votre résidence principale. Attention, au moment où je vous parle, la loi vient d'être votée. Pour certaines communes, vous pourrez louer plus que 90 jours votre résidence principale sur des locations type Airbnb, Booking. Donc, faites attention sur du meublé de tourisme. Dans certaines communes, le nombre de jours où vous pourrez louer votre résidence principale va diminuer. Il va passer de 120 à 90, mais ce n'est pas dans toutes les communes. Donc, prenez le soin de vous rapprocher de votre ville pour voir si vous avez le droit de louer 120 ou 90 jours. Mais en tout cas, c'est un moyen de gommer toutes les charges annuelles que vous allez avoir, comme la taxe foncière, comme l'assurance habitation, tout ça, l'eau, l'électricité. Vous pouvez, grâce à coupler une partie de votre résidence principale avec du locatif, soit louer temporairement, soit louer à l'année une partie de votre résidence principale qui vous paiera une partie de ces charges-là. Et ça, c'est important de le comprendre et c'est quelque chose que vous pouvez faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent leur petit pavillon, leur confort, etc. Mais attention, l'immobilier, acheter sa résidence principale couplée à du locatif,
c'est un moyen extraordinaire de ne pas avoir d'endettement ou impacter très peu son endettement et surtout générer du cash. Parce que si c'est le locataire qui paye votre mensualité et vos charges que vous avez, ça vous laisse beaucoup plus de trésorerie pour vous, pour faire ce que vous voulez ou pour réinvestir. Donc vous voyez bien que si vous prenez le temps de voir tout ce que vous pouvez faire avec votre résidence principale, d'optimiser, ça va pouvoir vous rapporter gros. Certains vont me dire: «Oui Christophe, mais c'est que de l'argent, moi ça me saoule, je préfère avoir mon confort chez moi». OK, il y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous préférez avoir votre confort, être tranquille à la maison, c'est un choix. Mais après, vous avez une mensualité de crédit à assumer, vous avez des charges, la taxe foncière, l'assurance à payer, l'eau, l'électricité. Donc voilà, c'est un choix à faire. Est-ce que vous préférez avoir du confort, partir peut-être un peu plus en vacances, vous payez ce que vous avez envie parce que vous louez une partie de votre résidence principale, par exemple une maison que vous avez divisée en 2 appartements, donc vous avez divisé en 2 plateaux la maison, vous avez gardé l'appartement du haut et vous louez l'appartement du bas. Ça peut être une solution si vous pouvez le faire. Je vous invite à vous rapprocher de l'urbanisme si vous ne savez pas comment faire pour qu'on vous donne des informations et surtout que vous appréhendez le plan local d'urbanisme qui vous permettra de voir si c'est possible ou pas. Comprenez bien qu'il faut regarder les chiffres. Autre erreur que j'ai fait sur ce bien, une mauvaise négociation. Pourquoi j'ai voulu passer en direct? Je connaissais la personne, donc j'ai voulu passer en direct. C'est pas un ami, c'est pas quelqu'un de ma famille, mais voilà, c'est une personne que je connaissais, donc j'ai voulu passer en direct pour faire la négociation. Ne faites jamais, jamais, jamais ça. Essayez toujours de mettre un intermédiaire entre vous et le vendeur. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile de négocier, surtout quand vous voulez faire de grosses négociations avec de grosses baisses. Et ben, vous devez absolument mettre un intermédiaire pour éviter de froisser le vendeur, de rompre la communication et de ne plus pouvoir rien faire. Donc, si vous voulez avoir du résultat, il faut absolument mettre un intermédiaire. Pourquoi? Quand vous allez faire une grosse négociation, quand vous allez faire une négociation de 15, 20, 30, 40% du prix. Donc, admettons que le prix est affiché, comme cette maison, elle était affichée à 880 000. J'ai fait une négociation d'un peu plus de 10% puisque ma proposition était à 780 000 dans un premier temps, puis à 800 000 dans un deuxième temps. Quand vous faites de grosses négociations comme celle-ci, il faut essayer de vous faire accompagner parce que ça peut vite froisser l'interlocuteur. Donc moi, je l'ai justifié par les travaux qu'il y avait à faire. Il faut toujours justifier la baisse que vous allez faire. Un compliment, vous faites la méthode du sandwich. Un compliment, un inconvénient et un compliment. Pour faire passer l'inconvénient, vous mettez 2 compliments, ça vous fait un petit hamburger et là, c'est cool parce que vous allez dire: «Votre bien est très intéressant, il me plaît beaucoup, il y a du jardin. En revanche, il y a énormément de travaux, il y a tout l'intérieur à refaire, mais c'est vrai que, franchement, l'aspect extérieur a du style, a du cachet» et vous voyez comme ça passe toujours mieux. Donc essayez de faire une négociation, mais justifiez la négociation que vous mettez en avant et essayez quand même de faire des compliments sur le bien. Il ne faut pas dire que tout va mal parce que là, le propriétaire, il y a de l'affect aussi. Il pourrait mal le prendre. Si vous dites à la personne, ton bien, il est pourri, c'est de la merde, tout va, il n'y a rien qui va. La toiture est pourrie, l'aspect extérieur, c'est moche, le jardin, n'en parlons pas, l'intérieur, il y a tout à refaire. Vous pouvez être sûr que vous allez braquer l'interlocuteur et que vous n'allez rien réussir à avoir. Donc, pour une bonne négociation, la méthode sandwich, et si vous pouvez placer un intermédiaire, c'est toujours mieux parce que c'est le rôle de l'agent IMO. C'est pour ça aussi qu'il a une commission. Il est payé pour bien vendre, mais aussi pour aider, accompagner l'acheteur dans son projet. Donc pour vous accompagner, c'est à lui de négocier. C'est avec lui que vous allez voir et c'est lui qui devra faire le tampon entre le vendeur et vous. Et ça permettra de placer de la distance et lui qu'il ait les mots justes pour entamer cette négociation et pour faire aboutir la négociation. Donc essayez toujours de mettre l'interlocuteur, sinon vous allez voir que ça va être difficile. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà eu de gros problèmes sur une négociation qui n'a pas abouti ou une négociation qui a abouti, comment vous avez fait. Mais vous allez voir que c'est très délicat de le faire seul. Donc placez, comme je vous ai dit, l'agent IMO au centre et envoyez-le lui négocier avec ses arguments, avec ses mots et comme ça vous évite de vous fâcher avec le vendeur. Troisième erreur que j'ai fait, c'est de ne pas foncer une fois que j'avais validé mon projet. En réalité, j'ai fait les chiffres de cet investissement. Donc, comme je vous ai dit, j'ai validé toutes les charges que j'avais. J'ai validé ce que je pouvais encaisser comme loyer parce que le projet pour cette maison, c'était d'avoir une partie ma résidence principale et d'avoir 2 locatifs. Un locatif pour mes bureaux et un locatif pour de l'habitation. Ça me permettait de faire mes événements, ça me permettait d'avoir un loyer sûr avec la personne qui était là à l'année aussi parce qu'il y avait une petite dépendance.
Donc, j'avais validé tous les chiffres de mon projet. L'emplacement était idéal. J'étais un peu reculé par rapport à ce que je voulais, donc j'étais au calme, mais j'étais tout proche des transports aussi. Donc, j'avais vraiment toutes les cases qui étaient cochées. J'ai validé mon projet, mais simplement, je n'ai pas foncé. J'ai voulu négocier, encore négocier, là où j'aurais dû valider mon projet une bonne fois pour toutes et passer à l'action et valider définitivement, d'autant plus que j'avais déjà l'accord de principe de ma banque pour ce crédit-là. Donc, j'avais toutes les cases qui étaient ouvertes, vraiment toutes les cases qui étaient ouvertes. J'ai fait une erreur de débutant. J'ai voulu négocier, j'ai voulu grappiller. Pensez à une chose, c'est que l'investissement immobilier, c'est comme de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat. Vous ne devez pas voir ce que ça vous coûte, mais ce que ça vous rapporte. Et là, j'étais mauvais. J'ai voulu gratter encore au niveau du prix et j'aurais jamais dû. J'ai validé mon projet, tout était bon. D'autant plus que j'avais validé qu'on pouvait aussi diviser la parcelle pour générer une plus-value. Donc, toutes les cases étaient vraiment ouvertes. Et juste par erreur, pour vouloir gratter un petit peu plus, je suis passé à côté de ce bien et j'ai perdu les 800 000 euros. C'est pour ça que je vous dis que j'ai perdu 800 000 euros. J'ai perdu cette acquisition pour laquelle j'avais le financement. J'avais le financement, j'avais seulement 10% d'apport à mettre et la banque m'accompagnait. Donc, vous voyez, vous pouvez perdre beaucoup d'argent quand vous ne faites pas une opération, encore plus que quand vous la faites, surtout si vous ne validez pas tout. Donc, prenez le soin de bien valider les chiffres de votre projet. Une fois que c'est validé, arrêtez de vous poser des questions. Il faut foncer. Bien souvent, on se demande, est-ce que je vais faire une connerie? Mince, putain, je crois que je ne suis pas sûr de mon projet. Une fois que vous avez tout validé, vous avez validé les chiffres, que vous avez validé l'emplacement, que vous avez validé la rentabilité que vous pouvez avoir, eh ben, il faut foncer. Il ne faut plus se poser de questions. Il faut arrêter d'avoir peur. Vous avez tout validé. L'investissement immobilier, ce n'est que des chiffres, ce n'est que des mathématiques. Une fois que vous avez validé que votre projet était bon, on y va, on fonce. Et surtout, ne faites pas comme moi. J'ai mis trop d'affect après. J'ai été vexé de ne pas avoir le bien. J'ai voulu revenir, mais c'était trop tard. L'immobilier, il ne doit pas avoir d'affect. Il ne doit pas y avoir d'affect. Vous devez être détaché. J'ai toujours été détaché. J'ai toujours réussi mes négociations. Le seul jour où j'ai mis de l'affect, c'est là où j'ai raté. Il faut être détaché. Je me voyais déjà dans mon jardin. Je me voyais déjà faire ci, ça. Je me suis trop projeté avant même de finaliser la négociation. Il faut rester de marbre, il faut rester brut, il faut rester cash. Il faut faire votre proposition et on avance comme ça. Mais si vous mettez de l'affect, vous pouvez être sûr que le vendeur va s'en servir et du coup, il va le voir. Il va le voir que vous voulez absolument le bien et il va pouvoir jouer là-dessus. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il a fait monter les enchères avec une autre personne qui était intéressée. Comme on était tous les deux intéressés, qui avait de l'affect, et ben, le prix est monté, j'ai loupé le bien. Donc, soyez détachés. Validez les chiffres de votre projet, validez une bonne négociation en plaçant un intermédiaire et après foncez. Arrêtez de refaire les calculs 15 fois et de vous poser des questions. Une fois que vous avez validé que tout est bon, c'est parti. Mettez-moi en commentaire, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez déjà reçu des grosses négociations, le montant des négociations réussi, c'est moi qui répondrai à toutes vos questions si vous en avez. N'oubliez pas de liker, de commenter si cette vidéo vous a plu, de vous abonner et de partager la chaîne. À très vite.